Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, quelqu'un dont je vous ai déjà beaucoup parlé, que les suiveurs, les followers, comme on dit en bon franglais d'aéroport, connaissent, vu qu'il était déjà venu sur son platon, mon ami Olivier Battistini. Je vous ai beaucoup parlé de l'admiration que je lui porte. Olivier, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Alors, nous prenons prétexte pour nos amis du Cercle Aristote et nos amis d'Omerta qui sont disons, qui sont nos spectateurs dans cette vidéo. Nous prenons, comme entrée la sortie de ton livre, La guerre, maître de violence, donc qui est vraiment ce monstre de plusieurs pages sur la pensée de la guerre des anciens, jusqu'à l'extrême contemporain, donc toujours, si tu veux, un peu d'antiquité nous éloigne de l'actualité, beaucoup nous y ramène, et cette méthode néo-ancienne que j'affectionne tant, et où tu es un maître, et cet ouvrage remarqué, c'est d'ailleurs un hommage à lui rendre, parce que c'est l'un des derniers grands actes, la reconnaissance de ce livre opéré par Gérard Chaliand. Et on remarquera la présence également dans les préfaces et postfaces de nos camarades Nicolas Mirkovic et Sylvain Ferreira. Donc que du beau monde pour parler de ce grand sujet de la guerre, mais tu as déjà fait une conférence au Cercle Aristote où tu t'en expliques largement et où nos spectateurs peuvent se reporter. Là, je voudrais t'interroger vraiment que les spectateurs apprennent à te connaître comme penseur, comme artisan des idées, comme tu aimes à le dire. Ce goût pour les anciens, parce que tu as un Aristote en préparation, ton Platon, tu as écrit une vingtaine d'ouvrages avant, tu as connu les géants de l'hellénisme, tu nous en parleras peut-être, les Jacqueline de Romilly et d'autres. Donc, si tu veux, ça t'est venu comment ? C'est toujours difficile de parler de soi-même, parce que la devise justement des anciens que je fréquente, c'est gnotis eoton, n'est-ce pas, la fameuse phrase « se connaître soi-même », c'est-à-dire essayer finalement de connaître ses propres limites. Et connaître ses propres limites, c'est sans doute en relation avec ce qui est nécessaire. Socrate, dans les rues d'Athènes, voulait toujours définir les concepts pour pouvoir réfléchir et cheminer vers le vrai, sans jamais, bien sûr, penser l'atteindre, mais seule l'approche est intéressante. Donc, parler de moi est difficile. Paul Valéry, lorsqu'il se voyait dans le miroir, s'amusait à se moquer de lui-même, et parfois il m'arrive de le faire moi aussi. Mais arrêtons de faire semblant, je peux quand même vous donner quelques pistes qui me permettront à moi-même de me connaître mieux, sans doute. J'ai vécu à Sartène, au centre du monde, en Corse, et mon père, qui a été l'ami de quelques poètes de l'extrême, avait, à la demande de René Char et d'André Breton, traduit le Héraclite l'Obscur. Et il avait réussi à montrer que les aphorismes d'Héraclite sont des poèmes d'une intensité extrême. Et ces Grecs-là, mon père me les a fait connaître, m'a fait comprendre à quel point la poésie et la philosophie d'Héraclite étaient essentielles pour parler de l'Europe aux anciens parapets dont je suis amoureux, et au fond, travailler sur les Grecs est synonyme de quelque chose qui serait de l'ordre du passage d'un flambeau. Et c'est ce que je suis aussi en train d'essayer de transmettre à mon fils, qui lui s'intéresse plus au droit, mais c'est aussi un terrain que les Grecs ont connu. Et donc, dans l'univers que je viens de vous évoquer, j'ai commencé
à m'intéresser aux présocratiques, c'est-à-dire les philosophes avant Socrate. Et en même temps, je lisais Nietzsche. Et je me suis rendu compte que pour Nietzsche, il y avait une pensée tumultueuse, celle qui était à la croisée des chemins entre Apollon et Dionysos, entre un logos qui est la parole qui recueille du sens et qui permet de saisir le cosmos, c'est-à-dire l'arrangement des choses, et puis la fulgurance de Dionysos, le dieu qui tue avec le sourire. Et je me suis rendu compte qu'il était intéressant par Nietzsche de découvrir les Grecs pour ensuite comprendre l'extrême contemporain par les Grecs. C'est ce que vous disiez, Pierre-Yves Rogeron, à l'instant, une sorte de retour amont, selon l'expression de René Char. Et lire les Grecs par Nietzsche m'a permis de découvrir des fulgurances, des paroles alchimiques et des paroles qu'il fallait constamment réinterpréter en oubliant nos catégories. J'en parle souvent avec Anne Sokolowska, ma compagne, qui est spécialiste, qui traduit, qui connaît le russe, qui connaît le serbe et quelques autres langues d'Europe centrale, mais qui connaît surtout le grec ancien et qui me fait découvrir que dans chaque mot, il y a des constellations de signification et des harmonies. Si je ne radote pas, je peux vous évoquer juste en quelques instants que le mot stasis, dont j'ai parlé hier, signifie la guerre civile. Et la guerre civile est une sorte de fin absurde, violente, et peut-être que nous allons en vivre quelques-unes. Et Solon, un homothète, et je n'en ai pas parlé hier, et donc là je ne radote plus, Solon avait imposé une loi, et je vous demande de bien comprendre ce que cela signifie, avait imposé une loi qui avait pour conséquence que un citoyen, en cas de guerre civile, qui ne participait pas à un camp ou à un autre, serait privé de la citoyenneté, subirait l'athymie. Aujourd'hui, le pouvoir considère que si quelqu'un s'engage dans un camp opposé, il est ennemi de la cité. C'est le paradoxe d'Antigone et de Créon, par exemple, et donc serait condamné. Là, c'est le fait de ne pas choisir un camp qui est contraire à l'esprit même de la cité. Et voyez ce que je mets, ce que je glisse en paysage en arrière-plan du concept en question, révèle l'harmonie des contraires dont parlait Héraclite, et donc bien sûr Heidegger en arrière-plan, puisque la stasis est conséquence d'un dérèglement nécessaire. La décadence est chose nécessaire, et le philosophe roi de Platon intervient pour que cette décadence nécessaire soit retardée, mais c'est aussi un principe. C'est-à-dire qu'au cœur même de l'univers politique que l'on essaye de comprendre, le mien, le contemporain, qui m'étonne cependant, je me déplace dans un échiquier à dimensions multiples, les Grecs me permettent de comprendre ce que l'immédiateté d'un regard qui serait prisonnier de l'actuel ne peut pas saisir. C'est-à-dire que l'univers politique est dans le devenir. Et, comment dirais-je, la fin qu'est la guerre civile est aussi un principe. Et j'espère que j'ai été pas trop long, mais votre question, Pierre-Yves, est en harmonie avec ma réponse, du moins je l'espère. Ce qui fait que je me suis intéressé aux Grecs, c'est que les Grecs permettaient de me comprendre dans un échiquier presque de science-fiction, dans l'extrême contemporain dont vous avez parlé. Et donc j'ai travaillé sur les présocratiques avec mon père, qui m'assistait dans mes premiers balbutiements et dans mes premières volontés de comprendre ce monde dont je suis amoureux, je le répète. Et après, j'ai travaillé sur ce qui est pour moi l'essentiel, c'est-à-dire Thucydide l'Athénien. Et Thucydide l'Athénien,
cette phrase que je vous ai dite hier, Thukydides Athénaïos, Thucydide l'Athénien au centre de la cité maîtresse du monde, Xunégrapsé a conçu et écrit une histoire dont il a raconté, a conçu une guerre dont il a raconté les étapes. Il n'y a pas de redondance, il passe de l'action à l'idée. Il raconte pas seulement, j'ai oublié de le dire hier, j'oublie toujours des choses, il raconte la guerre du Péloponnèse, bien sûr, mais en quoi cela nous intéresserait-il, ce combat entre des hoplites spartiates et des flottes de guerre qui sillonnent la Méditerranée au flot Toluphos Boyos, Thalassa au flot retentissant. En quoi cela nous intéresserait-il? Tous ces gens sont dans un passé perdu. Ça nous intéresse parce que dans la phrase de Thucydide, dès le départ, il dit « Je raconte la guerre dans ses faits, mais l'idée de la guerre et ce qui s'est passé entre Sparte et Athènes, entre les Spartiates et les Athéniens, va nécessairement se reproduire. Parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, il n'y a aucune raison que les choses changent plus tard. » Donc il raconte, c'est un trésor pour toujours, Ktema es aei, et cet orgueil donne le sentiment d'un tambos, d'un effroi et d'un émerveillement. Thucydide est mon compagnon, et j'en avais parlé avec cet aristocrate de la pensée grecque, à savoir Jacqueline de Romilly, à qui j'avais osé, parce que j'avais peur de l'appeler, on n'appelle pas comme ça cette grande dame, et pourtant je l'ai fait, une sorte d'impulsion électrique, et je lui ai dit, Madame, vous avez dit que Alcibiade était le beau fossoyeur d'Athènes. Pourrais-je défendre Alcibiade, le chasseur pourpre, puisque Thucydide dit que la seule erreur d'Alcibiade, c'est de ne pas avoir pensé que l'escadre de guerre, huit navires de guerre de Sparte iraient rejoindre la Syracuse pour voir ce qui se passait. Il pensait d'ailleurs que l'affaire était réglée. La flotte de guerre, 250 navires de guerre d'Athènes étaient partis. Et Alcibiade, condamné à mort, s'est enfui. Et on reproche tous, les historiens contemporains et Jacqueline de Romilly reprochent à Alcibiade de ne pas avoir prévu la réponse rapide de Sparte, parce que Sparte, et c'est pour ça que Platon l'admire, est fasciné par l'immobilité, alors qu'Athènes est condamnée au devenir. Les Spartiates ont réagi brutalement. Et Jacqueline de Romilly, quelques autres, reprochaient à Alcibiade de ne pas avoir prévu la réponse rapide de Sparte. Mais je lui ai dit, Madame de Romilly, vous savez très bien que Alcibiade est allé à Sparte et a révélé son plan secret de guerre, frapper Syracuse pour ensuite dominer toute l'Europe. Et là, elle m'a dit, et j'en ai eu les larmes aux yeux à ce moment-là, parce que je lui ai dit que le seul ennemi d'Alcibiade, c'était lui-même, comme dans une tragédie grecque. Elle m'a dit, Olivier Battistini, vous êtes venu trop tard. Je lui ai demandé, j'étais à mon 3e Thucydide à ce moment-là, puisque celui que j'ai fait avec vous, Pierre-Yves, et je vous en remercie, avec une amitié féroce, elle avait accepté de faire ma préface. Je lui ai dit, je vous envoie donc ce que j'ai écrit. Elle m'a dit, mais je suis aveugle, je ne vois plus rien. J'ai brûlé mes yeux. Comme Homère. C'est incroyable. J'ai brûlé mes yeux sur les textes grecs. Et je dis, écoutez, je vous envoie un enregistrement. Et c'était le temps des cassettes. Vous savez, 30 minutes d'un côté, 30 minutes de l'autre. Et son secrétaire m'a répondu, elle a écouté votre cassette, mais elle n'est plus. Voilà. Et donc, j'ai la magie du souvenir, ça suffit. Voilà. Mais justement, tu vois, au sein de ta formation, je crois que tu as croisé les 3 derniers géants de l'hellénisme français, Vernant, Vidal-Naquet, Romilly, je crois que tu les as croisés tous les 3. Oui, Vidal-Naquet était venu me rendre visite et il m'avait envoyé en manuscrit, son texte sur l'Atlantide. Parce que vous savez, l'Atlantide fait rêver. Pierre Benoît nous a fait presque croire qu'il y était allé.
Et j'avais, parce que Vidal-Naquet était un co-directeur de ma thèse sur Plutarque. Et comme Vidal-Naquet et mon père étaient liés à René Char, il s'est trouvé que par une sorte de correspondance magique, Vidal-Naquet a cru bon, il y a très longtemps, me rendre visite. Et nous avions échangé sur les Grecs, et en particulier sur l'affaire de l'Atlantide, qui permet d'ailleurs de comprendre le fameux nomos, l'opposition des deux nomoi et terre-mer, vous savez, exploré par Thucydide, ce qui permet de comprendre qu'aujourd'hui encore, on peut, à partir des catégories de Thucydide, comprendre le monde contemporain et comprendre les guerres qui sont les nôtres. On va y venir. On va y venir. Mais l'Atlantide. Non. Vraiment ces grands hellénistes français, parce que comme tu les as tous connus, comment tu expliques que d'un seul coup, tu vois, par exemple sur Thucydide, je crois que tu es l'un des derniers grands à y travailler. Qu'est-ce qui, tu vois, pour toi, comment ça se fait quelque chose d'aussi essentiel que la compréhension de la philosophie grecque, qui est quand même le socle sur lequel nous nous sommes bâtis à 25 siècles. Donc ce n'est pas rien, c'est l'ADN premier avec le droit romain et la nuit celte. Ça fait comment ça se fait finalement il y ait plus tant d'hellénisme français que ça? Ou peut-être c'est une illusion d'optique, peut-être qu'il y en a et que je le vois pas, mais j'espère. Oui. Et à la limite, nous sommes quelques résistants. En arrière-plan, nous imaginons un livre de Jean Raspail, le camp des saints, mais aussi quelques autres concepts, la paideia chez les Grecs, et la notion de philia. La philia, si nos téléspectateurs veulent bien participer à une complicité, c'est ce qui nous lie, Pierre-Yves. C'est-à-dire, la philia, ce n'est pas l'amitié, au sens latin du terme. Les mots latins, très souvent, enlèvent de la phosphorescence aux mots grecs. La philia, c'est la joie de la conversation entre des êtres qui ont les mêmes conceptions du monde. C'est-à-dire que quand je vous vois ici, parce que nous sommes en représentation, sinon habituellement nous nous tutoyons, donc faisons semblant. Lorsque je vous parle, nous avons en arrière-plan des architectures mentales, nous avons des paysages liés à une littérature, à une philosophie, à des conceptions politiques, des jeux d'échecs en 3 dimensions. Et donc, cette philia qui est au cœur de l'univers politique. La philia, je l'ai explorée dans mon Platon. J'en parle dans La guerre que vous avez publiée, Pierre-Yves. La philia n'est pas seulement ce qui s'oppose dans l'équilibre du cosmos à la haine, et encore une fois, vous avez là l'harmonie des contraires. La philia, c'est ce qui permet qu'il y ait cité. Mais ça n'a rien à voir avec un bien vivre ensemble inventé aujourd'hui pour cacher les abîmes qui s'ouvrent devant nous. La philia chez les Grecs est liée à ce dont j'ai parlé hier un tout petit peu, le discours, l'oraison funèbre de Périclès, qui évoque ce moment où, par leur audace, les Athéniens ont frappé et conquis les terres et les mers et ont érigé des monuments impérissables et de leurs maux et de leurs biens. Cela est possible parce que les Athéniens savent qu'ils appartiennent à un équilibre fragile, puisque la stasis l'indique, la fin est le principe, et que cette philia est liée à la notion de survie d'une civilisation. Et donc, le grec ancien travaillait sur ce qu'il était convenu d'appeler il y a longtemps les humanités, c'est-à-dire ce qui nous rend dignes d'être humains.
n'est plus. Ne sont plus, je ne sais pas si j'avais dit les humanités ou l'éducation, les Grecs ne sont plus. Et je pense que c'est une raison de haine politique, haine du beau, haine de ce que nous avons été. Et ceux qui participent à cela sont ceux-là qui sont l'objet de mon mépris, et non pas ceux qui, curieusement, seraient nos ennemis. Je respecte mon ennemi, mais je ne respecte pas les traîtres. Ceux qui sont à l'origine de la fin d'un monde que j'ai connu à Sartène, et je me permets, je me permets d'évoquer 3 de mes professeurs qui ont fait que le lycée de Sartène où j'ai vécu était pour moi une sorte d'académie de rêve. Il y avait M. Pastorel, mon professeur d'histoire, M. Peretti, mon professeur de philosophie, qui entrait dans la salle avec un cartable qu'il n'a jamais ouvert, un tout petit cartable en cuir qu'il posait en nous regardant avec un air plein d'intelligence et d'humour et d'ironie peut-être socratique. Ce cartable, on n'a jamais su ce qu'il y avait dedans. Il l'éteignait, il explosait sa cravane sur le sol, et elle s'éteignait, et nous on essayait de faire pareil, on n'a jamais réussi. Elle se tordait et elle continuait à fumer. On n'était pas des philosophes, sans doute. Et dans les nuées de sa cigarette autre qu'il venait de rallumer, parce qu'il fumait un paquet en 1h30, il nous parlait de Nietzsche et de Nietzsche encore. Et on était là. Et moi je me disais, mais comment est-ce possible d'atteindre cela par les mots? Et je me sentais tout petit. Et mon seul désir était d'essayer de ne pas être ridicule. Et quand j'ai eu un 19 dans ma première dissertation, j'ai cru que j'étais le maître du monde. Et mon autre professeur, le babot de mon fils, c'était le professeur de grec et de latin, mon père, qui nous faisait Xénophon, etc. Et ces 3 professeurs étaient pour nous, mes amis, étaient 3 mousquetaires. Et les 3 ordres, il y avait donc les guerriers, la guerre, le sacré et l'énergie. Et c'est dans ce monde-là, je sais pas, je me laisse aller un peu comme Hérodote dans les méandres des fleuves qu'il fréquentait. C'est pour vous répondre. Voilà comment j'en suis venu au grec et comment je considère que le grec et les humanités, etc., ont été... Mais c'est incroyable. Les jeunes gens aujourd'hui ne savent pas que connaître un petit peu une syntaxe, connaître l'histoire des mots, l'étymologie, eh bien c'est une manière de pouvoir participer à des duels, à des combats contre un autre, mais surtout de se connaître soi-même, hein, vraiment. Donc, je pense sincèrement, vous savez, j'ai enseigné à l'université de Corse il y a quelque temps, j'ai été professeur émérite, maintenant je suis à la retraite. Eh bien, mes étudiants n'étaient pas malheureux en première année de s'intéresser à la parole qui recueille du sens, selon la traduction de Heidegger, pour découvrir les présocratiques et comprendre que la victoire des Grecs aux guerres médiques est liée à cette arme de guerre secrète qui est le logos. Et c'est d'ailleurs, et je fais un petit bond, ce qui permet à Alexandre le Grand, plus tard, à la bataille de Gaugamélès, de l'emporter. Il est, comme l'avait dit le grand Charles, Alexandre est vainqueur parce qu'il est l'élève d'Aristote, et qu'il a comme arme secrète l'Iliade, qu'il accompagne avec lui, parce que dans l'Iliade, il y a un secret de tactique. Frapper l'endroit qui est le plus fort, endroit qui a été artificiellement affaibli. Et si vous le permettez, la charge de Gaugamel, Alexandre avec Héphaïstion part vers la droite avec la cavalerie lourde. Darius pense que ce mouvement a pour but de prendre l'aile gauche de sa propre armée. Et Darius, en conséquence, et c'est le piège lié à Aristote et à l'Iliade,
tout le flanc gauche de l'armée perse veut frapper le flanc gauche de la cavalerie lourde d'Alexandre, qui n'attendait que ça, oblique, frappe le centre, qui est dégarni. En même temps qu'Antigone, à la tête de la plus puissante phalange qui fut, charge en connivence. Et ce qui était l'atout des Perses, à savoir le nombre, devient, par une sorte de dialectique de l'extrême, l'origine de la défaite. Et justement, on arrive là au cœur du livre, hein, parce que voilà. On arrive au cœur du livre parce que c'est, si tu veux, dans la dialectique de ce qu'on appelle depuis Léo-Strauss les néo-anciens. C'est ça. Si tu veux, que je résume très brièvement, parce que ça nous emmènerait loin et longtemps, en pensée politique, parce qu'on est vraiment dans le domaine de la pensée politique. Les grandes bases, c'est Platon, Aristote, Thucydide. Tout le reste sont des bons à partir. Donc il y a eu le bon Thomas Hobbes, le bon Machiavel, le bon Spinoza, et puis il n'y en a pas tant que ça, parce que les bases, l'homme, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein, disait Montaigne. L'homme étant la matière première de notre pensée, l'homme est plus ou moins grand, mais il est à peu près équivalent d'un point de vue de ses appétits, de ses peurs et de ses rêves. Or, d'où le fait pour les néo-anciens de penser, à tort ou à raison, mais moi j'estime à raison, et c'est un débat, mais comme nous sommes de connivence là-dessus, c'est pas un débat que nous aurons l'un contre l'autre, que dans les grandes crises de civilisation, et c'est là que nous en arrivons à votre ouvrage, plus on réinjectera de la pensée des anciens, un peu comme on injecte si vous voulez, enfin comme on injecte ou comme on reprend des cellules souches, si vous voulez. Oui. Parce que nous vivons un temps de civilisation malade, pour des raisons avant tout internes, parce que le fait d'avoir des ennemis n'est pas une maladie, des ennemis on en a toujours eu. Donc on a des ennemis, je hais parce que j'existe. Oui. Je hais, donc je suis. Donc je suis. Donc c'est notre plaisanterie. Mais le fait d'avoir des ennemis est tout à fait normal. Il n'y a que les... Tu veux, même les morts n'ont pas que des amis. Donc, mais justement, à travers cette pensée première, cette toile de fond de ce que nous sommes, il y a ce personnage de Thucydide, donc l'homme des guerres du Péloponnèse, l'homme qui à la fois, comme Hérodote d'ailleurs, l'un des pères des relations internationales, de la géographie, de la pensée de la géographie, de la pensée de la guerre et de la pensée de l'histoire. Et c'est tout le pari de ton livre de voir, de votre livre, pardon. Il y a des habitudes, il y a des habitudes qu'on a du mal à perdre. Nous sommes en représentation. C'est d'arriver à travers toute cette focale de la pensée des anciens, d'où le rôle, par exemple, de nos amis Mirkovitch et Ferreira, ou même Chalian d'ailleurs, aux guerres actuelles. Et principalement, je le sais, au conflit qui te fait le plus souffrir. Qui est le conflit ukrainien. Tu vois, parce qu'il y a exactement, comme le dit Thucydide, il y a cet aspect de guerre entre frères, qui est de guerre entre frères qui peut signer. Parce que la guerre d'Ukraine, les balancements ne sont pas encore faits, mais pour la guerre du Péloponnèse, ça a été le cas, qui peut signer la fin d'un monde. Tu vois, mais ça reste une guerre fratricide avec tout ce qu'est une guerre fratricide. Magnifique. Comment dirais-je ? Nous avons lu, je sens la référence implicite, le retour au rationalisme politique classique de Léo Strauss. Nous avons feuilleté les livres d'Hannah Arendt. Et Hannah Arendt, je crois, enseignait
non loin de la salle de Léo Strauss. Et Hannah Arendt, une fois, ses élèves, j'allais dire j'y étais, je m'en souviens, mais il faut quand même pas exagérer, personne ne me croira, même si j'ai été à la bataille de Gaugamel, cependant, a dit « Oh là là, Léo Strauss ne parle que des Grecs, allez à ses cours ». Au fond, Hannah Arendt et Léo Strauss font ce que j'essaye, moi, de faire un tout petit peu. C'est-à-dire parler des Grecs, lire les Grecs, pour comprendre l'extrême contemporain. Et il y a quelques jours, plutôt quelques mois, j'ai une conception du temps particulière. Depuis que je lis les Grecs, je mélange les périodes. Je me trouvais à Budapest, sur les bords du Danube, qui est mystérieux et qui sépare cette ville en deux univers curieux. D'un côté, des rues sombres et avec des traces de balles encore, qui fait qu'on ne serait pas étonné de voir paraître un T-34 en pleine nuit. Et de l'autre côté, les fastes de l'Empire austro-hongrois. Et j'étais à Budapest pour faire une conférence avec quelqu'un qui appartient à l'ordre politique contemporain et qui parle de reconquête d'un univers politique. Et j'ai évoqué Thucydide, le dialogue des Athéniens et des Méliens, qui est le passage le plus terrible qui soit, puisque Nietzsche lui-même a tremblé en lisant ce passage. Et j'ai évoqué ce dialogue des Athéniens et des Méliens, et vous allez comprendre pourquoi, je vais donc y revenir, pour comprendre la situation contemporaine, où seuls les forts peuvent décider. Puisque c'est la question du terrible petit dialogue, la question de l'impérialisme. Les Athéniens arrivent à Mélos, qui est une petite île, non loin de l'île de Délos, symbole de l'Empire athénien, où les Athéniens avaient décidé que personne ne naîtrait ni ne mourrait dans cette île. Et ils avaient déterré les cadavres de l'île de Délos pour qu'elle soit pure, pour signifier l'Empire d'Athènes, le plus implacable qui ait jamais existé. Personne n'avait le droit d'aller sur cette île. C'est elle qui donnera son nom à la Ligue. La Ligue de Délos, qui était là où il y avait le temple d'Apollon. Et personne ne pouvait mourir et naître sur cette île, et les cadavres avaient été retirés pour être déplacés dans l'île de Rhénée, juste à côté. Et l'île de Mélos est la seule île que les Athéniens ne possèdent pas. Les maîtres de la mer se doivent de posséder toutes les îles, parce que ce sont des points de repère pour se déplacer dans un espace qui, par essence, n'a pas de limite. Ce qui permet de comprendre ce que Carl Schmitt, plus tard, va explorer en opposant les deux nomoi terre-mer au cœur de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. J'en viens au fait. À Mélos, les Athéniens disent, en gros, il y a non pas une loi, mais une nécessité, ta phuseos anankaia, les nécessités de nature. Thucydide est l'élève d'Antiphon, des sophistes qui considèrent que seul le fort décide et que le faible s'en accommode. Aujourd'hui, on imagine qu'il y a des humanités et des droits de l'homme dans l'exercice des empires. Non. Trump et Vladimir Poutine l'ont démontré. Ceux qui ne peuvent pas participer à la partie d'échecs parce qu'ils n'ont pas la force et la légitimité pour y être sont évacués. À Mélos, les Athéniens disent « Nous sommes ici parce que nous sommes les plus forts. Si vous disposiez de cette force, vous feriez de même. Cette loi existait avant nous, cette nécessité, ce principe existait avant nous. C'est notre tour de l'exercer. À notre tour, plus tard, nous subirons la même nécessité, le pouvoir de tuer et le pouvoir d'être tué. Il y a comme l'ombre de la corne d'un taureau. Il y a quelque chose qui est en coexistence avec un être pour la mort. L'aristocrate tue, mais ce n'est pas vulgaire, parce qu'il sait qu'il subira le même châtiment. Et donc, les Athéniens
leur force est exercée d'une manière un peu comme dans l'Iliade, où Achille tue Hector sans haine. Il n'y a aucune idéologie, il n'y a pas le camp du bien et le camp du mal. Achille et le vaincu sont soumis à la même nécessité. Et c'est ce que je me permets de parler de mon fils, qui j'espère, me suivra aussi dans cet amour du grec et de la passion des mots. Il m'a montré hier une partie d'échecs où le vaincu s'écroule en larmes et où le vainqueur est presque désolé et participe de la même douleur. Donc les Athéniens sont à Mélos pour la survie de leur empire, mais aussi parce que c'est la nécessité qui commande cela. Et ils leur disent, et Nietzsche a tout compris, il dit, les Athéniens disent aux Méliens, le choix est simple, vous entrez dans l'Empire ou vous disparaissez. Et j'en viens à votre question, cher Pierre-Yves Rougeron, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, parce que la guerre au centre de l'Europe, cette guerre fratricide où des jeunes Ukrainiens, des jeunes, je pense à la Russe-Ukraine, des jeunes Ukrainiens, slaves, frères du peuple russe, qui est le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Sans les Russes, sans Stalingrad, sans Koursk, il n'y aurait jamais eu de débarquement. Et les Américains, d'ailleurs, avaient comme but de transformer l'Europe en protectorat. Et c'est grâce à De Gaulle que ce n'a pas été le cas. Les Américains agissaient, et ils avaient raison, en fonction de leurs intérêts, et l'Europe devait être soumise. Et donc, j'assiste avec étonnement, et c'est pour ça que Platon a raison, la démocratie est devenue une démagogie, une ochlocratie, et les démagogues qui font que la perversion de la cité commence par la fraude des mots, imposent à un peuple qui est devenu ignorant et qui est devenu la bête, l'animal, le gros animal, soumis, alors que le peuple doit être souverain, et j'espère qu'il le deviendra. Ces démagogues imposent aux prisonniers de la caverne qui prennent les ombres pour le réel une réalité qui n'est pas. Et on vous affirme, on vous dit que c'est la Russie qui est responsable de la guerre et que c'est la Russie qui a attaqué. Mais j'admets qu'on puisse être contre la Russie, pourquoi pas ? Alors que la Russie est la terre de Dostoïevski, de Pouchkine, et que ce peuple est beau et noble, mais qu'on se trompe sur la partie d'échecs en cours, et qu'on ne voit pas que, de la même manière que lorsqu'il y avait des fusées soviétiques à Cuba, l'espace vital des Amériques, de l'Amérique du Nord étant menacé, Kennedy a réagi comme nous le savons. Mais là, c'est même François Hollande, qui, paraît-il, a été président de la République française avant celui que nous avons, a admis que les accords de Minsk n'avaient pas été respectés, tout simplement pour laisser le temps à l'OTAN, sans faire de jeu de mots, OTAN suspend ton vol, laisser le temps à l'OTAN de placer des fusées et de faire en sorte que toute la zone de protection de l'espace russe, comme cela a toujours été le cas au temps des tsars et au temps des soviétiques. Le glacis de l'Ouest. Le glacis, exactement. Et peu à peu, les Russes ne pouvaient pas supporter que leur accès à la mer Noire, l'accès aux mers chaudes par la mer Noire était bloqué, et que le no man's land de protection était menacé. Donc les Russes n'ont fait que réagir à une provocation volontaire. Prendre cette zone et prendre les zones des États baltes, c'est mettre une arme sur la tête de Moscou et de Saint-Pétersbourg. C'est exactement ça. Mais c'est tellement évident. Comment ça se fait qu'on ne le voit pas ? Je pense que c'est pire. Je pense qu'on l'a vu.
Qu'on veut pas le. Je pense qu'on l'a vu je pense qu'on l'a vu et qu'on estime que nous, comme nous estimons, comme les Occidentaux estiment être le mondialisme et donc l'empire bienveillant. C'est ça. Donc il n'y a pas d'empire bienveillant. Mais c'était la leçon de Thucydide. C'était la leçon de Thucydide. Il n'y a pas d'empire bienveillant. Bien sûr. Il y a des empires violents par cruauté, il y a des empires violents par nécessité. Mais il n'y a pas d'empire bienveillant. Exactement. Il y a des formes d'impérialisme qui peuvent être plus douces que d'autres parce que on fait venir de la médecine, parce qu'on fait venir ci, parce qu'on fait venir ça. Très bien, mais on a néanmoins pas à être là. Voilà. Et là, on est dans un impérialisme pur et dur, parce que là, on n'apporte rien. Hein, la mort marche dans nos pas. Et qu'on dit que parce que c'est nous, défenseurs de l'empire du bien et de ce que Régis Debray appelle la ROC, la religion de l'Occident contemporain, vous n'auriez pas le droit. Oui, mais vous, Dieu, le bien ou la race, parce qu'en réalité c'est la même chose. Quelqu'un te choisit toujours quand tu prends sur toi d'aller emmerder le monde. Tu vois, quelqu'un te choisit toujours, quelqu'un t'a donné la mission. C'est jamais ta faute. Et nous, c'est jamais notre faute. Parce que nous, on est le camp du bien. Donc, quand bien même je mettrais une arme, sur la tombe de quelqu'un, si c'est pour son bien, je ne peux pas mal faire. Alors pourquoi vous vous opposez à quelqu'un qui vous veut foncièrement du bien ? Même si vous êtes trop bête pour le voir, mais ce n'est pas grave. Vous maniez l'ironie à la manière secrète. Non mais, à la fin, c'est ça qui n'est plus supporté. À la rigueur, tu le disais très bien, il y a des empires, il y a des forces par la nécessité. C'est la leçon des Grecs. Mais les forts par nécessité, les autres peuples les comprennent. Ils les combattent, mais ils les comprennent. Tout à fait d'accord. On cache ça sur des fausses, des droits de l'homme et une fausse humanité. C'est une hypocrisie obscène. C'est obscène. C'est obscène. Le terme juste, c'est obscène. Et Pierre, vous savez ce que signifie le mot hypocrite ? En grec, c'est l'acteur. Bien sûr. Donc nous sommes sur une pièce de théâtre où des acteurs jouent un rôle, mais ces acteurs ne se rendent pas compte qu'ils sont parfois des marionnettes. Parce que ceux qui participent là à Bruxelles à des sommets étranges et qui s'imaginent tirer des ficelles sont en réalité l'objet de cette plaisanterie, c'est une pièce de théâtre qui devient obscène, évidemment. Parce que et de plus en plus lugubre. Et le problème, c'est que, comme dans un roman de science-fiction, j'ai l'impression que toute énergie a disparu. Et c'est la raison pour laquelle je parle du gros animal. Le gros animal dont parle Platon, c'est extraordinaire. Il y a cette idée qui n'est pas une phrase de Platon. C'est Michel Maffezoli qui a eu la grâce de m'écouter, de lire mon Platon. La perversion de la cité commence par la fraude des mots. C'est une phrase qu'il a mise dans son texte, puis je lui ai demandé, il m'a dit, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai dit, moi non plus. Et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, j'en ai parlé, il me semble, quand il est venu me voir à Sartène, je lui ai dit, mais c'est le résumé de tout un passage de Platon. La perversion de la cité commence par la fraude des mots. Mais c'est exactement ce qui nous arrive. Regardez les mots. Ce que nous vivons. Il s'évertue à enlever l'alchimie, la puissance, la fulgurance de certains mots. Ce qu'on appelait dans la pensée d'Europe de l'Est le poids du mot. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On change les mots et on leur enlève leur éros et leur violence. Ouais. Mais c'est incroyable. Je me souvenais une fois, j'entrais dans mon amphithéâtre il y a longtemps, avec mes étudiants que j'aimais, et j'entends un commentaire qui m'a fait sourire. Un de mes élèves dit à un autre, « Tes chaussures sont terribles ». Et j'ai compris qu'il voulait dire qu'elles étaient, si vous me permettez, super, cool, etc. Et je leur ai dit, mais enfin, vous savez, jeune homme, ce que signifie terrible, ça vient du latin qui provoque la terreur. Donc j'espère
que les chaussures de votre camarade ne vous inspirent pas la terreur. Donc, enfin, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est amusant parce que on voit à quel point les mots perdent leur valeur. Non, mais c'est incroyable. Le problème. Tu vois, Nietzsche avait dit encore un siècle de journalisme, les mots pueront. Ah, qui oui, mais qui a dit ça l'autre jour? Maffezoli. Ça lui ressemble. Maffezoli a ressorti ça face à Pascal Praud. C'était magnifique. Et j'ai dit, mais ça alors, c'est magnifique. Et il n'attaquait pas Pascal Praud, parce que ces gens-là, au contraire, évitent, comme vous, Pierre-Yves, et comme Régis Le Sommier, à être prisonnier de ce que Nietzsche condamnait absolument, c'est-à-dire l'actuel. Et ce n'est pas l'actuel dans le sens où Aristote l'entend, ce qui est potentiel et ce qui est en acte. Bien sûr. Nous sommes dans l'actuel dans le sens où, aujourd'hui, certains personnages d'une télévision que je n'ose pas citer, mais qui peut-être s'appelle LCI, pourquoi pas, imaginons dans un rêve de science-fiction, sont prisonniers de l'instant présent et sont incapables de se rendre compte que pour comprendre une partie d'échec, il faut se situer en distanciation et dans le devenir. Donc, c'est exactement ça, les mots purons. Et encore, ouais. Il y avait que... Quand Nietzsche meurt, il y a le journalisme, il y a les débuts de ce qu'on appelle encore la réclame. Ah oui. Le terme publicité n'arrivera beaucoup plus tard. Exactement. Ensuite, on a eu le marketing. Maintenant, on en est à l'utilisation des sciences cognitives. Est-ce qu'on se rend compte qu'on rajoute des étages d'aliénation mentale à peu près tous les 20-30 ans en Occident depuis la fin du 19e? C'est-à-dire qu'on fait 25 ans, c'est une génération en biologie, 25-30 ans. C'est ça. Et donc à chaque génération, l'Occident arrive non pas à créer des gens encore plus stupides, heureusement, on n'en est pas encore là, mais à créer à chaque génération un moyen de les rendre encore plus stupides, qui, comme les systèmes d'armes, ne s'annulent pas. Ce n'est pas parce qu'on tue avec des missiles qu'on arrête de tuer avec des couteaux, que les systèmes à rendre idiots ne s'annulent pas. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'une partie d'Internet peut vous rendre con que Le Monde et Libération ont renoncé à le faire. Chacun son poste. Et aujourd'hui, il y a cet aspect absolument... Terminons l'entretien là-dessus, parce que, si tu veux, je voudrais t'entendre pour conclure, sur l'antidote grec. Parce que aujourd'hui, tu le disais très bien. Enfin, vous le disiez très bien, Olivier, pardonnez-moi. Il n'y a plus d'énergie. Mais il n'y a plus d'énergie aussi pourquoi? Parce que plus personne n'a d'énergie mentale minimale. Nous sommes cernés par la veulerie, la bêtise, le gris. Tu vois, donc la recherche du beau, du bien, du vrai est devenue totalement hors de portée pour des gens qui arrivent à peine à se porter eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on flotte dans des eaux saumâtres, et si tu veux, cet aspect peut-être même parfois un peu décalé que vous pouvez avoir quand vous l'expliquez, mais qui reflète aussi un véritable amour et un vrai bonheur de ce que vous faites. Les anciens sont consolants. Les anciens sont consolants. C'est rassurant ce que... Non mais, si tu veux, je t'y fais réagir. Ça me fait du bien. Je t'y fais réagir parce que, objectivement, ce sont des morts qui nous parlent plus que les vivants. Parce que malheureusement, nous vivons, et ce n'est pas pour rien que le symbole archétypal de la pop culture de cette époque, c'est le zombie. Il y a des zombies partout, tout le temps. Pourquoi est-ce que le zombie, c'est ce qui n'est ni mort ni vivant? C'est le grand hybride. Alors tu te diras, aujourd'hui, la postmodernité, on hybride tout. Tu vois, on a des femmes qui ne sont pas des femmes, des hommes qui ne sont pas des hommes, des adultes qui ne sont pas des adultes. Et donc, on a des morts qui ne sont même pas morts. Et le problème, c'est que les anciens sont plus vivants à chaque lecture. Et malheureusement, nous font contempler la part de vie qui nous manque. Tu vois, et si tu veux, je voulais t'entendre là-dessus, parce que si tu veux, là on vit, et c'est les temps les plus terribles, parce que nous savons que nous entrons au bout de chaîne, mais on ne sait pas si c'est la fin de l'horreur, ou le commencement de la fin de l'horreur. Donc c'est les temps les plus longs, c'est
les dernières minutes d'obscurité avant l'aube. C'est les temps les plus longs. C'est magnifique. J'aurais presque honte d'ajouter... Mais je te le demande. Je vais donc essayer de trouver quelque chose, du moins pour compléter. Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné. C'est une phrase que répétait toujours mon père quand il allumait le feu. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire en lisant les Grecs. Je me sens perdu, je me déplace comme je peux dans l'espace, plus facilement dans le temps, parce que justement, j'ai mes Grecs à côté. Et ça a été d'ailleurs une des raisons pour laquelle Emir Kusturica, si vous me permettez, je suis tellement fier et tellement heureux de cette rencontre avec quelqu'un qui a une âme. Et quand j'ai parlé avec lui, les nuages, parce qu'il s'inquiétait, parce que j'étais français, mais quand il a compris que j'étais corse, il y a eu une réaction de sympathie. Les nuages, quand je lui ai parlé de Thucydide, dans ses yeux ont disparu. Et j'ai évoqué avec lui justement les Grecs. Je lui ai dit que c'était pour moi la seule façon de me déplacer correctement dans les arcanes du temps et de l'espace, et d'avoir non pas un guide, mais une protection, une sorte de talisman, pour éviter au fond tout simplement la laideur, parce que le monde contemporain, hélas, malgré les vertiges, et les éblouissements et les fulgurances de violence qui peuvent nous conduire à quelque chose qui est de tragique. Et donc, tout ce qui se termine mal est intelligent au point de vue d'un artiste. Un film avec un happy end ne m'intéresse pas. J'aime les films qui se terminent d'une manière sombre. Et avec Emir Kusturica, j'ai évoqué avec lui ce qui fait que le contemporain devient supportable. C'est peut-être un peu ce que je me permets une sorte de dialectique, de répondre à votre question, très cher Pierre-Yves. Et on a évoqué, évidemment, puisque c'est la question d'Underground, et je parle souvent de cela avec Jean-François Fonlu, qui est le producteur d'Underground, l'allégorie de la caverne est au cœur du film de Kusturica. Les prisonniers contemplent, comme nous le savons, les ombres. Il y a 3 étapes dans les illusions, et ensuite il y a 3 étapes dans la montée vers le soleil des idées. Les idées étant ce qui permet aux choses d'être ce qu'elles sont. Mais ce que m'a dit Kusturica, c'est que dans son film, il y a une double allégorie, parce que ceux qui sortent de la caverne, ceux qui sortent de la cave, vont tomber au moment où ceux qui sont responsables de l'emprisonnement sont en train de réaliser un film sur ceux qui sont dans la caverne. Et les prisonniers qui sortent s'imaginent, comme vous le savez, qu'ils sont toujours dans la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'ils sortent et qu'ils tombent sur le film où on représente justement ce qui s'est passé avant, pensent qu'ils sont réellement dans la Seconde Guerre mondiale, et ils se mettent à tuer les figurants. Et Emir Kusturica avait un sourire d'une intelligence et d'une finesse incroyable, parce qu'il savait que je comprenais tous ces mouvements étranges. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais ne pensez-vous pas que finalement c'est le réel qui imite l'art ? Et non pas l'inverse, puisque quelqu'un qui se promène dans cette forêt de symboles dont parlait Baudelaire fait que dans tel ou tel ciel parisien, ou dans tel ou tel ciel au-dessus d'une mer magique, voit le ciel bas et lourd de Baudelaire, ou un ciel d'Aldorfer ou de Van Gogh. S'il y a des éblouissements de jaune et de bleu, c'est pourquoi pas un Van Gogh. Et s'il y a des mouvements du nuage, c'est le ciel d'Aldorfer pour la bataille d'Alexandre. Et donc, pour répondre à votre question, eh bien évidemment,
les Grecs qui sont mes compagnons me permettent de supporter l'insupportable et d'imaginer, puisque les civilisations sont mortelles, qu'il est encore possible de retarder ce moment. Et en espérant, puisque chez les Grecs, il n'y a pas de temps linéaire et il n'y a pas la vulgarité de l'idée d'un progrès, je suis profondément païen, ce qui fait que je évoquais avec Emir Kusturica, qui lui est orthodoxe, et j'avoue que l'orthodoxie me plaît infiniment parce que ces gens-là sont capables de se battre encore et de nous donner des leçons. Mais j'estime que si je suis pas... J'ose penser que dans un monde païen, le temps est cyclique. Après des ruines d'hommes et des ruines d'empires, il y a des... Pierre-Yves, vous avez lu comme moi dans une enfance imaginaire les livres de Mircea Eliade ou de Walter Otto, le mythe de l'éternel retour. Donc, si on évite un temps linéaire qui conduirait vers un progrès, moi je trouve que le progrès est laid, mais ce temps linéaire conduit aussi vers... Là encore une fois, on emploie le mot à tort. L'apocalypse, ça signifie la révélation. Apocalyptein. L'eucalyptus, c'est l'arbre qui couvre bien. Donc l'apocalypse, j'annonce la fin du monde. Et ça, c'est dans un temps linéaire. Dans un temps cyclique, chez Platon et chez les Grecs en général, après une ruine d'hommes et des ruines d'empires, il y a un retour. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de s'intéresser aussi aux constitutions chez les Grecs, chez Aristote en particulier, de la politie, P-O-L-I-T-I-E, c'est-à-dire politeia, la constitution qui serait le résultat d'une aristocratie et d'une démocratie en harmonie, ce qui est assez étonnant. C'est la constitution parfaite. Nécessairement, on va vers des constitutions déviées. Nous étions hier dans un bureau d'un univers politique que nous connaissons, au cercle Aristote, n'est-ce pas? Eh bien, la démocratie est une déviance. La démagogie est la suite de cette déviance, et l'effondrement absolu, c'est l'oclocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la masse qui exige des droits et qui a oublié ses devoirs. Donc, vous l'avez compris, lire les Grecs, être avec eux, c'est la seule façon pour moi de supporter. Et j'espère que c'était ce que je faisais à l'université de Corse. En première année, j'avais imposé 3 années d'histoire grecque. Et mes étudiants ne me détestaient pas. J'ai l'impression, quand je leur parlais de l'invention de la philosophie et des guerres médiques, les guerres médiques étant des victoires, parce que justement, les Grecs étaient les maîtres du logos. Et en 2e année, on entrait dans le beau absolu, on faisait du Thucydide pendant toute l'année. Et l'année suivante, en 3e année, on suivait on suivait Alexandre sur les traces de Dionysos, le dieu qui tue avec les sourires, le dieu avec lequel Alexandre est en rivalité, Alexandre étant philosophe par les armes. Et si vous permettez une petite anecdote qui permet de comprendre pourquoi les Grecs me sont précieux, puisque plus tard je vais découvrir Napoléon qui est poète de l'action et qui est ennemi farouche de la gueuse et des horreurs de la révolution et de la terreur. Bonaparte est Alexandre et César. Diogène le cynique, Diogène le chien, est allongé. Alexandre, avec quelques officiers dont vous imaginez la stature, à cheval, passe près de Diogène, le philosophe, et Alexandre lui dit « Mais que veux-tu, Diogène? Que désires-tu » ? Que tu t'écartes de mon soleil. Que tu t'écartes de mon soleil. Et un homme politique d'aujourd'hui aurait cru à une insulte, et il aurait dit « casse-toi » ou quelque chose comme cela. Voilà. Enfin, je ne sais plus qui a pu dire une chose aussi pareille. Et Alexandre, d'après Plutarque, dit que s'il n'avait été philosophe par les armes, il aurait aimé l'être par les mots. Et c'est la meilleure de répondre à votre
C'était pas une question, c'était un accompagnement que vous faisiez, Pierre-Yves. Et pourquoi est-ce qu'Alexandre, au lieu de s'énerver, mais n'oubliez pas, il est l'élève d'Aristote, l'élégant Aristote, le maître des catégories, qui lui a offert l'Iliade. Eh bien, c'est la plus grande leçon de philosophie qui ait jamais été donnée. Et c'est la synthèse même de notre civilisation dont nous sommes amoureux, tous les deux, Pierre-Yves. D'où la complicité dans cet échange. Ulysse, lorsqu'il est prisonnier de la belle Calypso, celle qui cache, et qui veut lui donner la boisson d'immortalité qui lui donnerait l'éternelle jeunesse pour qu'il reste avec lui. Ulysse fait le premier choix de la mort pour la mémoire. Il refuse de boire, il veut revenir dans le camp des hommes, mourir et accéder donc à l'immortalité par la beauté d'un choix tragique. Il pleure, Ulysse, devant Ezra Pound, a gardé le mot, de Toluphos Boius, Seaside. Ulysse pleure devant la mer aux flots retentissants. Il a la main, comme tout mélancolique, il a le front dans la main. Et il regrette, il a la nostalgie, la maladie de retour. Il regrette le passé, il rêve le futur. Mais toute la philosophie classique reprend ce jeu. Tout ce qui est dans le passé n'est plus. Ça ne sert à rien de pleurer. Nous ne sommes pas des nostalgiques, mais je suis un mélancolique au sens où Aristote l'entend, c'est-à-dire que je cherche l'infini. Inutile aussi de chercher dans le futur, puisque par essence, il est dans tous les potentiels, dans tous les possibles. Demandez aux philosophes des quanta, ou à Mandelbrot, le maître des fractales, ou à René Thom, le maître des catastrophes élémentaires. Les quanta, Schrödinger a dit qu'il a exploré tout cela en lisant Héraclite. C'est la seule chose qui nous reste, dit la philosophie classique grecque, c'est le présent qu'il faut élargir. Et on terminera peut-être là-dessus, pour ne pas effrayer nos téléspectateurs qui ont la grâce de nous suivre. C'est ce que dit Diogène à Alexandre. Là, à l'instant, Alexandre, ce dont j'ai besoin, c'est du soleil que tu me caches. Et c'est cet instant-là présent. Là, par exemple, Pierre-Yves, est-ce que nous sommes, vous et moi, toi et moi, on peut terminer par le tutoiement à la fin de cette émission, est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes heureux? C'est ça la grande leçon de la philosophie classique. Être capable d'élargir le temps présent, de ne pas regretter le passé. Parce que combien de fois j'entends des gens dire « Ah, c'était le bon temps ». Mais est-ce que lorsque ce bon temps était, est-ce qu'ils s'en rendaient compte? Bien sûr que non. Donc moi, j'ai passé mon temps à essayer de cueillir le fameux, et comme, voilà, la question que tu me posais, le carpe diem, que tout le monde croit quelque chose de vulgaire, profite. Les épicuriens sont tous sauf des vulgaires. Tout sauf des vulgaires. Il n'y a pas de vulgaire en philosophie classique. C'est l'équilibre. L'ataraxie, c'est l'absence de passion mauvaise ou belle. C'est l'équilibre. Est-ce qu'on est capable d'être... On est heureux lorsqu'on a soif de boire. Mais est-ce qu'on est heureux lorsqu'on n'a pas soif? Donc, ce que dit Diogène à Alexandre, c'est qu'il doit à chaque instant vivre cet instant comme si c'était le dernier et l'élargir pour le cueillir. Et cette leçon, Alexandre l'a comprise. Et dans ces conditions, il dit « Si je n'avais été philosophe par les armes, j'aurais aimé l'être par les mots ». C'est fantastique. Merci Olivier. Chers amis du Cercle Aristote, vous pouvez retrouver La guerre, ce maître de violence dans la librairie. Il est en accès sous cette vidéo. Je vous dis rendez-vous le 13 décembre pour notre salon du livre alternatif
midi, 20h, 10 rue Croix des Petits Champs. Vous y retrouverez beaucoup d'amis. Vous pourrez y feuilleter l'ouvrage de notre ami Olivier. N'oubliez pas de nous aider. Ça va être à la fois les livres surtout, ça va être la période des fêtes, ça va être la période aussi des dons si vous le souhaitez. Tout est sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez jamais que les anciens sont une vraie consolation. Oui, c'est beau ça. À très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.